Après 2 semaines d'arrêt forcé, la Voix est libre reprend son voyage à travers la campagne des élections régionales. Et de voyage, il en sera beaucoup question aujourd'hui puisque nous allons parler des transports, des TER notamment. Et puis on va se concentrer sur l'économie, l'emploi, première préoccupation des Français. Les invités sont installés, l'équipe est prête, on peut démarrer. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à La Voix est libre. Bonjour Yannick. Bonjour Olivier. Nous allons animer ensemble donc ce débat diffusé sur l'ensemble de la future région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous voici à 8 jours du scrutin. C'est la dernière ligne droite, comme on dit. Dimanche prochain, vous êtes appelés à vous rendre aux urnes, l'un des droits fondamentaux que nous donne la démocratie. Un droit que nous envient beaucoup de pays dans le monde, que nous contestent aussi des organisations totalitaires. Les attentats de Paris sont venus nous le rappeler. Vous pouvez réagir et participer à l'émission via Twitter avec le mot dièse, le hashtag #ElectionAura. Yannick, aujourd'hui, 3 invités sur ce plateau. Absolument, 3 invités pour débattre avec nous. On va commencer à ma droite par Patrick Mignola. Bonjour. Vous êtes ici pour représenter la liste menée par Laurent Wauquiez, LR, UDI, Modem. En face de vous, Jean-François Debat. Bonjour. Vous êtes ici pour représenter, vous, la liste menée par Jean-Jacques Kéran, c'est-à-dire PS, PRG. Et Union des démocrates et des écologistes. Oui, c'est vrai que j'ai résumé, mais on peut retrouver tout ça dans les différentes professions de foi qui sont maintenant largement disponibles. Et pour terminer, Antoine Méliès. Bienvenue, bonjour. Vous représentez la liste menée par Christophe Boudot du Front National. Le débat va durer une 50aine de minutes. Il y aura ensuite le journal de midi. Et puis juste après le débriefing, le décryptage avec nos 2 confrères de la presse régionale. Ils sont en position d'écoute confortablement installés. Paul Terra, journaliste politique à Lyon Capitale. Et puis Pablo Ekel, journaliste à la Gazette des Communes, au Courrier des Maires et à l'AFP à Vichy. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous interroger, messieurs, sur ce que l'un de mes confrères, Daniel Navreau, de Prospective Rhône-Alpes Méditerranée, appelle l'élection dénaturée, désubstantialisée, les attentats de Paris et surtout le virage sécuritaire qu'ils ont entraîné en modifiant en profondeur la nature de cette élection. Chacune de vos listes, du reste, a intégré cet enjeu dans son programme ou alors dans son discours. Alors qu'il faut le dire, la région n'a aucune compétence propre en la matière. Ou alors peut intervenir, mais on va dire à la marge. Alors, je voulais savoir, est-ce que tous, et on va commencer par vous, Monsieur Debat, vous assumez finalement cette entrée de la question de la sécurité dans la campagne des régionales ? La question, ce n'est pas de transformer la campagne dans une campagne exclusivement sur la sécurité, mais c'est de prendre en compte une situation. La France a été agressée. Finalement, nous avons découvert on voit confirmer que les guerres du monde n'épargnent pas notre pays. Et cela appelle des réactions de la part de la collectivité. Et donc, le fait de se poser des questions, le fait de faire évoluer les dispositifs de vigilance et de précaution pour maintenir notre manière de vivre, mais prendre des précautions, implique que chacun puisse se mobiliser. Le chef de file en matière de sécurité, c'est l'État. Et effectivement, les collectivités n'ont pas de pouvoir propre. Les régions peuvent participer aux côtés de l'État à la prise de mesures qui n'existaient pas aujourd'hui, à condition que ce soit dans une chaîne coordonnée. Ce que, néanmoins, je veux dire, c'est que la modification de la campagne porte aussi sur l'atmosphère. On nous demande aujourd'hui plus de gravité et on comprend moins nos polémiques. Et finalement, ce qui a aussi changé dans l'état d'esprit, c'est que on nous demande finalement de baisser d'un ton le niveau de nos polémiques. Et quand certains sortent de ce rang, eh bien, et vont sur des mesures plus extrêmes, eh bien, les Français nous disent, de gauche et de droite, qu'on n'est pas à la hauteur ou que ceux qui le font ne sont pas à la hauteur des événements. Patrick Mignola, sur cette même question. Oui, naturellement, les événements de Paris ont changé la nature de cette campagne. Les propositions qu'on avait pu émettre en matière de sécurité sont forcément mieux entendues parce que la collectivité régionale a aussi ses responsabilités, que ce soit dans les TER ou dans les lycées, et elle peut contribuer à ce mouvement qui est celui de l'État et qui doit apporter des réponses à nos concitoyens. Mais sur le fond, je crois que la campagne va surtout gagner en dignité, parce qu'on est dépassé par un certain nombre d'enjeux. Les piliers de la République ont été attaqués, et je suis persuadé que la campagne va gagner aussi en participation, parce que nos concitoyennes et nos concitoyens vont pouvoir prouver leur attachement à la démocratie et vont pouvoir montrer, grâce à leur bulletin de vote, qu'ils y sont fondamentalement attachés. Antoine Méliès. Oui, vous savez, pour nous, ça a tout changé, en même temps rien changé, puisque nous avions déjà prévu et prévenu
que ces nouveaux attentats terroristes islamistes pouvaient frapper le territoire national après ce qui s'est passé au mois de janvier 2015 avec les attentats qui ont frappé Charlie Hebdo. Par conséquent, nos propositions, elles ont toujours été les mêmes et elles sont aujourd'hui les mêmes. La région, collectivité territoriale, n'a pas la compétence première en matière de sécurité, mais elle peut avoir une compétence d'appui, une compétence de rapport de force au niveau des TER, au niveau des lycées, mais également au niveau de l'aménagement du territoire, car on n'en parlera pas aujourd'hui, je pense, mais il y a quelque chose à faire pour renforcer, sécuriser des installations Céveso, des installations dangereuses, notamment, je pense, dans la vallée du Rhône. Il faut que toutes les politiques publiques au niveau de la région soient orientées sur un objectif de sécurisation, mais la priorité, bien sûr, c'est renforcer les effectifs et renforcer les effectifs dans les trains express régionaux, notamment. C'est la compétence de la région la plus connue, la plus visible, et c'est surtout celle qui pèse le plus lourd dans le budget. Je veux parler des transports. Concrètement, ce qu'on voit d'abord, ce sont bien sûr les TER. La région est l'autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux. Elle exploite et achète le matériel, entretient les gares, finance des infrastructures. Et puis, bientôt, en 2017 exactement, elle sera en charge des transports scolaires hors zone urbaine et des autocars interurbains. Ça, on en reparlera dans un instant. Les transports pèsent lourd, je le disais, dans le budget des deux régions, un quart, et c'est dans le train, le TER, qui capte l'essentiel des ressources, 85%. Chaque jour, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on compte à peu près 170 000 voyages, des trajets aller et retour. Et puis vous voyez les différences de trafic entre les deux futures ex-régions, différences aussi sur le matériel roulant, les trains et les autocars. Retenez que la future région, ce sont 1500 TER et plus de 600 autocars. Voilà pour les chiffres. Maintenant, passons aux priorités, à vos priorités. Nous avons sollicité cette semaine sur Internet votre avis. Et le moins que l'on puisse dire, Philippe Betz, bonjour, c'est que les Oralpins, je vais les appeler comme ça, les Oralpins ont réagi. Eh oui, Olivier, les transports sont bien la préoccupation majeure des Rhône-Alpins et des Auvergnats. Jean Sivardière de Saint-Égrève demande de la modernisation des voies ferroviaires régionales. Monsieur Martel de Vichy voudrait voir améliorer les dessertes le week-end, car il y a très peu de TER qui roulent le dimanche en Auvergne, dit-il. Alors parfois même, on sent pointer l'exaspération ici ou là. Luc Chandolin de Chambéry s'impatiente. Il faut construire une nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Chambéry ou Annecy, dit-il, pour avoir enfin des lignes ferroviaires rapides et fiables. Et puis, il y a ceux qui s'interrogent tout simplement sur ce qui pourrait changer avec cette fusion. Arnaud Chanet de Vichy nous demande quelles possibilités concrètes la nouvelle région offre-t-elle, des mutualisations sont-elles envisageables et sous quelles conditions ? Merci Philippe. Alors effectivement, on se rend compte que essentiellement les usagers sont rarement contents, se plaignent énormément, mais il n'y a pas que. Je vais vous emmener, si vous le voulez bien, au fin fond de notre future grande région, si je puis dire les choses comme ça, à Aurillac, c'est quand même un endroit plutôt agréable dans le Cantal, où il y a quelques jours, des élus aussi se sont rassemblés, regardez, avec leur écharpe tricolore, ainsi que des représentants du personnel même de la SNCF. La SNCF explique là-bas qu'elle supprime les trains, parce que les trains sont souvent supprimés, notamment pour des raisons de sécurité entre Aurillac et Brive, la région d'à côté. Retour prévu à la normale, normalement, à la mi-décembre, mais personne n'y croit. En fait, on nous raconte sur place pendant cette manifestation que le matériel serait envoyé à Clermont et utilisé pour gérer le trafic parfois qui déborde de ce côté-là. Alors, évidemment, on ne sait jamais si c'est vrai. Il y a une vraie opacité, on le sait maintenant, dans les rapports entre la SNCF et la région. Monsieur Debat, je vais vous poser la question, puisque vous êtes sortant et que vous étiez aux affaires. Vous dites, et Jean-Jacques Herrane dit, qu'il va vraiment engager un bras de fer avec la SNCF pour changer les choses sur le matériel, sur l'avenir des rails, sur la ponctualité, sur tous ces sujets qui préoccupent, on l'a vu, les internautes. Comment vous allez vraiment changer les choses alors que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas obtenu vraiment beaucoup de résultats ? D'abord, je ne peux pas vous laisser dire que nous n'avons pas obtenu de résultats. Je rappelle simplement qu'en 10 ans, le trafic a été multiplié par 2. Nous avons rénové 90% des rames et les programmes votés permettront d'aboutir à 100% des rames rénovées dans les 3 ou 4 ans qui viennent, selon des programmes que nous avons d'ores et déjà votés. Nous avons engagé le bras de fer avec la SNCF parce que si la région définit l'offre de transport, c'est la SNCF qui est l'exploitant. Et ce bras de fer se traduit par des pénalités qui nous sont restituées et par des engagements de qualité de service que nous avons exigés et que nous exigerons dans la prochaine convention. Au-delà, finalement, quel est le constat que l'on fait ? Depuis 40 ans, l'État, sous tout gouvernement, n'a pas entretenu les lignes ferroviaires qui sont les trains du quotidien. Et nous, ce que nous voulons faire dans la prochaine mandature, c'est poursuivre et accentuer l'amélioration de ces lignes du quotidien. Souvent, quand on a des problèmes de ponctualité, c'est parce que la voie est en mauvais état. Nous, dans le contrat de plan État-région, nous allons rénover
la ligne Lyon-Ambérieu, Lyon-Grenoble, l'axe Aix-Annecy, mais également à investir sur Le Puy-Firminy, sur Le Puy-Clermont, sur l'axe Lyon-Clermont-Saint-Étienne, parce que investir sur ces lignes, ça représentera 200 millions d'euros mis par la région sur ces programmes, c'est améliorer la ponctualité et c'est améliorer la qualité. Et enfin, il faut augmenter les capacités d'accueil de la gare, et notamment des gares centrales comme celle de la Part-Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes de ponctualité sont liés à ces problèmes techniques. Alors oui, il faut compenser des années de retard. C'est ce en quoi nous sommes engagés et c'est ce que nous allons faire et que nous avons voté dans le contrat de plan qui a été, dont les élus de l'opposition ont voté contre. Patrick Mignola, on a entendu souvent la SNCF dire en gros on a mis trop de trains sur les rails ces dernières années, notamment dans le premier mandat de Jean-Jacques Carne pour Rhône-Alpes. La situation est un peu différente pour la région Auvergne. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce qu'on est allé finalement trop loin et qu'aujourd'hui on est totalement à saturation sur le réseau? Oui. Sur les transports, on est d'abord, il faut le rappeler, sur un enjeu écologique majeur pour notre région, pour pouvoir reporter de la voiture individuelle vers le rail l'ensemble des transports, et c'est même la qualité de l'air de notre région qui préoccupe nos concitoyens et auquel on doit apporter des réponses. Et ce qu'ils nous disent, c'est la ponctualité. Hein. Vous avez vu cette semaine, UFC Que Choisir a dit en gros le problème, c'est la ponctualité. On a Exactement. quand même un certain nombre de retards avec qui nous pénalisent au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, on est dans la région qui est la 15e la plus en retard de France. Parce que, comme Anne-Marie Comparini l'avait fait en 99-2004, on a continué à acheter des rames, à rénover des rames, mais malheureusement, on n'a pas fait les investissements. Donc je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire M. Debat. Dire désormais, dans le prochain mandat, il faudra investir sur les infrastructures. Mais nous l'avons déjà fait. Hein. Mais tout ça est bien tard. Nous l'avons déjà fait. Tout ça est bien tard. Vous avez commencé à le faire. Vous avez mis insuffisamment d'argent. Vous dites maintenant que vous inscrivez au contrat de plan État-région 200 millions. C'est très bien. Mais c'est dans le précédent contrat de plan État-région qu'il fallait le faire. Dans le précédent contrat de plan État-région, nous avons mis 260 millions. Oui, la preuve est que... Sur le ferroviaire. Oui, en sachant que, comme vous l'avez rappelé, vous aviez doublé le nombre de rames. Quand vous doublez le nombre de rames, il faut investir dans les infrastructures. Il y a un nœud ferroviaire à Lyon. Il y a un nœud ferroviaire à Grenoble, il y a un nœud ferroviaire à Clermont-Ferrand. Comment vous réduisez ces nœuds? Je crois que Laurent Wauquiez a parlé de doubler les voies en cas de problème avec le fret. Vous maintenez cette proposition? Exactement. Il y avait un téléspectateur qui parlait de Chambéry. Chambéry-Lyon, c'est une des lignes les plus en retard sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi elle est en retard? Parce qu'il y a une ligne unique à Saint-André-le-Gaz. Oui. Et donc, on a doublé le nombre de rames. Juste pour préciser, Saint-André-le-Gaz, à peu près à mi-distance entre Lyon et Grenoble. Et donc il y a 43 km de voies uniques qui posent régulièrement problème. C'est une des lignes en fait les plus utilisées sur la future grande région. Exactement. Et comme on a mis de plus en plus de trains sur les rails, mais qu'on n'a pas maintenu et qu'on n'a pas rénové les infrastructures ferroviaires, les trains ne peuvent plus passer l'un à côté de l'autre. Et malheureusement, vous avez bien fait votre travail pour acheter des rames, Monsieur Debat. Mais vous n'avez pas suffisamment investi sur les infrastructures, donc finalement c'est un problème d'anticipation. Vous êtes finalement d'accord avec le contrat de plan que les élus régionaux de droite ont refusé d'approuver? Sur le contrat de plan, il manque une 50aine de millions d'euros si on veut vraiment rentrer dans la technique, si on veut aller vraiment... Je vais poser une question, juste avant de poser votre question, je voudrais entendre quand même Antoine Méliès sur cette question-là. Si vous voulez, moi je veux rappeler juste des chiffres quand même qui sont aberrants. En un an, on a 1550 heures de retard, 460 suppressions de trains, 17 grèves. Vous parlez de quelle région, là, monsieur Méliès? Comment? Vous parlez de l'ensemble de la région? Non, je parle pour la région Rhône-Alpes, sur le chiffre Rhône-Alpes. Et puis, vous avez également des problèmes de sécurité qui se sont multipliés. Je veux dire deux choses. Il y a évidemment un problème national lié à la libéralisation du rail qui pose problème au niveau du rapport de force que vous tentez de créer dans la négociation du contrat avec la SNCF. Mais également, il y a des gaspillages, il y a des erreurs de gestion. Je vais vous donner un exemple, monsieur Debat. Le coût de la communication sur le logo de la région Rhône-Alpes sur les TER, ça a coûté 21 000 euros par rame. Et puis, je vais vous donner également un deuxième exemple qui traduit des erreurs de gestion. C'est notamment le fait qu'il a fallu raboter certains quais de gare pour 5 millions d'euros parce que les rames étaient trop larges. Donc ça, ce sont vos erreurs, c'est votre... Ça c'est un programme national qui était anticipé, programmé, le rabotage, ça a été démontré, on l'a montré dans les reportages, ça n'a rien à voir avec la région. Il y a eu un problème à ce niveau-là. Et deuxièmement, il faut savoir une chose. On ne peut pas à la fois investir et soutenir, pour le cas de M. Mignola, le Lyon-Turin et vous dire aujourd'hui, une semaine avant le premier tour, que nous allons travailler sur les lignes de proximité, renforcer les investissements sur les lignes TER de proximité. Parce que le problème, c'est que vous avez fait des choix politiques. La région s'est engagée sur un projet Lyon-Turin qui va peut-être coûter la bagatelle de 30 milliards d'euros. Ça, c'est un scandale. Nous voulons
que la région Rhône-Alpes-Auvergne se retire désormais de ce projet de Lyon-Turin, retire ensuite le financement qui sera prévu, parce que ce projet-là n'est pas financé. Par conséquent, il y a des millions d'euros qui seront investis par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce Lyon-Turin pour travailler sur les lignes de proximité. Je vais vous donner un exemple, monsieur Debat. Pour relier l'accueil à Lyon. L'accueil, c'est une petite gare qui est au niveau de la station du Mont-d'Or. C'est pas du tout un lieu qui est perdu, puisque c'est un lieu touristique. Eh bien, vous mettez jusqu'à 5h17. 5h17 pour un passager pour relier l'accueil Lyon. Nous voulons réduire les temps de trajet, nous voulons désenclaver les territoires ruraux au niveau du TER. Et je termine juste... Non, monsieur Méliès, il y a encore quelques minutes de débat sur le TER, donc vous reviendrez après. J'aimerais quand même entendre la réponse. Oui, Jean-François Debat, c'est moi, d'abord, je suis content de voir que M. Mignola soutient dorénavant les projets que la droite refusait il y a quelques mois. Je dis simplement que je voudrais vous... Tard. Non, parce que vous méconnaissez tout ce qui a été fait auparavant, y compris sur l'amélioration des voies, le sillon alpin sud entre Valence et Grenoble qui a été réalisé, les travaux dans la vallée du Rhône, le doublement de voies entre Lyon et Bourg-en-Bresse, enfin énormément de projets qui ont déjà été financés. Valence-Montélimar, vous avez concédé aux écologistes et qui coûtent énormément d'argent. Il en reste à faire et on s'accorde là-dessus. Je voudrais simplement voir où est la cohérence de votre proposition et savoir où vous mettrez l'argent. Parce que ces derniers temps, Laurent Wauquiez n'a pas parlé du TER, il a parlé des autoroutes et il a parlé du routier. Et dans votre programme, vous dites que vous allez réinvestir les programmes routiers, que la région soutiendra à nouveau le programme routier. Alors moi, je vous pose une question. L'engagement sur la A45 financièrement pour la région, engagé par Laurent Wauquiez, c'est 140 millions d'euros. Juste, on va expliquer la A45. Une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. Doublement d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. Qui est un projet qui doit se financer, de notre point de vue, par la concession de 55 ans donnée aux concessionnaires. Laurent Wauquiez vient d'annoncer qu'il voulait que la région s'engage à 140 millions d'euros dans ce projet. Alors, soit vous faites des trains, soit vous faites des autoroutes, mais vous ne pouvez pas faire les deux, ou alors il faut nous expliquer où est la machine à billets qui va vous permettre de faire à la fois plus sur la rénovation des petites lignes, la rénovation du réseau ferroviaire, et en même temps remettre des dizaines de millions d'euros qui ne sont pas utiles pour cet investissement dans les autoroutes. Surtout, M. Mignola, si je peux me permettre, que vous avez introduit le propos sur le TER en parlant de l'environnement et des problèmes de pollution. Donc la route, c'est pas très compatible. Monsieur Debat et Monsieur Méliès viennent de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire opposer les gens entre eux. On ne va pas opposer ceux qui sont dans les voitures avec ceux qui montent dans le train. On sait qu'on a un travail sur les 20 ans qui viennent pour réussir le report modal. Mais aujourd'hui, nous devons accompagner les collectivités puisque l'État leur donne de moins en moins de moyens. Et la région a-t-elle les moyens à faire ? La région a-t-elle les moyens ? Et pouvez-vous nous dire de manière crédible que l'on ne mettrait pas assez dans des programmes d'investissement ferroviaire et vouloir, parce que vous avez raison, on ne va pas aussi vite que nous le voudrions parce que l'État ne peut pas mettre autant qu'il serait souhaitable. Et vous nous dites en même temps que vous allez accroître et mettre des dizaines de millions d'euros sur du routier, qui n'est pas une compétence de la région. Vous savez, en France, depuis des années, les élus de gauche et de droite disent qu'il faut arrêter que tout le monde s'occupe de tout. Les départements s'occupent des routes et la région s'occupe du ferroviaire. Vous savez parfaitement de toute façon que si vous ne réglez pas le problème de l'A45, vous ne pouvez même pas relier Auvergne-Rhône-Alpes et vous n'avez peut-être pas remarqué que les deux régions étaient désormais associées. Je vous demande de me laisser 20 secondes simplement pour vous répondre. Puisque aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à opposer le train et la voiture. Nous devons accompagner les collectivités, c'est incontestable. Et c'est d'ailleurs ce que faisait M. Méliès quand il parlait de ma position sur le Lyon-Turin. Vous ne pouvez pas opposer les grandes infrastructures. Et en l'occurrence, on a le plus grand projet environnemental européen. Il y a aujourd'hui 3 millions de camions. Il y a 3 millions de camions. Non, mais vous pouvez parler de multiples experts. La réalité, c'est qu'il y a 3 millions de camions, de poids lourds, souvent transportant des matières dangereuses, qui passent entre la France et l'Italie de Vintimille au Mont-Blanc. Nous ne pouvons plus rester dans cette situation. La Suisse et l'Autriche ont inscrit dans leur constitution qu'il n'y aurait plus que 50% du trafic de fret qui passera leurs frontières. Nous, on est toujours à 80%. Donc, n'opposez pas l'un et l'autre. Ne donnez pas des chiffres quand vous annoncez 30 milliards alors que chacun sait que c'est 22. Ne dites pas que... Mais je rigole pas du tout parce qu'on est en train de parler de sujets sérieux. Bah oui, mais moi, et sur un sujet comme celui-là, nous avons l'obligation de sécuriser enfin l'ensemble de la région pour qu'on arrête d'avoir des camions qui polluent et qui puissent rendre extrêmement dangereux nos agglomérations. Donc le Lyon-Turin, c'est le grand projet. Il y a déjà un tunnel pour le fret ferroviaire. Et vous ne pouvez pas faire de la démagogie sur un sujet comme ça. Je tiens à répondre à M. Mignola. Il y a déjà un tunnel qui existe pour le fret ferroviaire qui est très peu utilisé. J'invite les téléspectateurs à regarder ce reportage exceptionnel, Pièce à conviction, qui a été diffusé sur France 2, et qui n'est pas un reportage partial, qui interviewe
sur France 3, qui est un reportage qui notamment donne la parole à tout le monde. Eh bien, vous constatez quoi? Aujourd'hui, le report modal, il ne se fait pas alors qu'il pourrait être fait et qu'on a dépensé des millions d'euros sur le tunnel ferroviaire. Donc, excusez-moi, monsieur Mignola, et là, sur la facture des 30 milliards d'euros, on y atteindra, je prends les paris, aujourd'hui sur votre plateau. Je termine Donc juste... vous reconnaissez qu'il sera fait, vous ne pensez pas que vous serez élu, c'est plutôt plutôt bien. Non, excusez-moi, je pense qu'il faut que la région Rhône-Alpes-Auvergne se désengage de ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, les partenaires privés ne sont pas là, le projet n'est pas suffisamment financé, et il faut investir à plein sur les lignes de proximité. Mais je terminais sur l'aménagement routier. Monsieur Débat, vous dites... Évidemment que ce n'est pas la compétence de la région, sauf que le problème, c'est que l'État se défausse de plus en plus sur les départements pour financer certaines routes nationales. Et dans le même temps, vos amis socialistes baissent les dotations aux départements, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que 70% de la baisse des dotations va peser sur les communes et les départements. Et on l'a vu, puisque votre ami, M. Solignac, lui-même dit qu'ils ont des difficultés pour financer certaines routes nationales. Par conséquent, il faut renforcer, et pas 5 millions d'euros par an, il faut renforcer le financement pour désenclaver certains territoires. Je pense notamment... Vous avez juste cité Hervé Solignac pour, encore une fois, nos téléspectateurs, expliquer que c'est donc la tête de liste départementale dans le département de l'Ardèche pour la majorité actuelle, donc la liste de Je vais vous donner un exemple. Au département de l'Ardèche, malheureusement, il n'y a pas de ligne de TER et par contre, il y a des aménagements qui sont demandés, notamment au niveau du désenclavement routier. Et la région doit aussi travailler sur le désenclavement routier pour éviter d'opposer les usagers du TER et les routiers, parce que vous ne pourrez pas faire un report à 100% sur les TER. Je n'oppose personne, je dis simplement deux choses à vous. Que justement, comme il n'y a pas de ligne ferroviaire en Ardèche, la région a toujours soutenu des programmes routiers en Ardèche sur les lignes qui supportent des transports TER par car. Ça n'est pas une position dogmatique, c'est une position pragmatique que nous avons de ne pas aller dans les compétences du routier qui relèvent en règle générale des départements. Mais pour l'Ardèche, il y a eu cette exception, elle existe. La deuxième chose, c'est que, M. Mignola, moi je ne dis pas... je dis simplement que la 45, elle doit être amortie par le concessionnaire qui va avoir 55 ans de redevance, et que vous ne pouvez pas dire sérieusement, moi je connais le budget de la région, ça fait 6 ans que le budget de la région, c'est le même budget en euros courants, c'est le même budget en 2015 que nous avions en 2009, et simplement je dis que vous ne pouvez pas sortir 140 millions d'euros de votre chapeau et dire que vous allez les ajouter à tout le reste, sans nous expliquer à un moment donné comment vous faites pour augmenter les millions et parvenir finalement, alors il y en a 50 sur la sécurité, il y en a 140 sur la 45, il y en a encore des dizaines de millions sur le routier. Comment arrivez-vous à faire cela alors que, par ailleurs, vous avez raison, que le budget de la région Rhône-Alpes-Auvergne sera en stabilité et que nous avons tous aussi des priorités. Moi, ce que je dis, c'est que la région va s'engager sur le ferroviaire, sur le ferroviaire et ne s'engagera pas sur le routier. Vous savez très bien compter. Vous avez trouvé 180 millions d'euros pour faire le siège de la région à Confluence. Bon. On est capable aujourd'hui de financer des infrastructures avec des emprunts de long terme. Et c'est exactement ce travail qu'il faut réaliser. Ça le vaut pour le Lyon-Turin, ça vaut pour les voies d'accès du Lyon-Turin, et ça le sera aussi pour la 45. Il y a une affaire de volonté politique. Aujourd'hui, il y a 70% de charges de fonctionnement sur le budget de la région. On voit bien que c'est une collectivité qui s'est suradministrée au cours des 11 dernières années. Et aujourd'hui, vous nous expliquez qu'évidemment, il n'y a plus d'argent. J'ai dit une prise de parole, s'il vous plaît, parce que vous aurez l'occasion, je pense, d'y revenir. On n'a pas parlé beaucoup de nos propositions. Et nous avons des propositions très concrètes. Notamment dans la renégociation du contrat avec la SNCF, il faudra créer un véritable rapport de force pour obtenir une augmentation des effectifs de la SUGE, la sûreté ferroviaire. Aujourd'hui, il y a 300 agents de la SUGE sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est beaucoup trop peu. Il faut augmenter ces effectifs parce que dans le cadre du contexte actuel, au niveau de ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 15 jours, eh bien, il faut renforcer la présence des effectifs de la SUGE au niveau des lignes TER, car c'est la surveillance générale des transports, et donc une brigade qui est spécialisée sur la sécurité dans les transports, financée à 50% par les régions. Je veux dire simplement, deux phrases. Ce que vous appelez dépenses de fonctionnement, c'est les 200 millions d'euros pour la formation des apprentis, les 400 millions d'euros pour faire fonctionner les TER et les 200 millions d'euros pour la formation. Non. Et je vous dis simplement une proposition complémentaire en dehors des TER, où nous sommes sur un autre sujet, sur les transports, c'est que nous proposons d'avoir la gratuité des transports scolaires pour l'intégralité des collégiens lycéens de Rhône-Alpes. On allait en parler dans un instant. Et donc j'aurais voulu qu'on en parle aussi. Juste, s'il vous plaît, de me laisser diriger le débat, messieurs, s'il vous plaît. Allez, Philippe Bette, on va conclure cette partie sur les TER avec vous et les contributions des internautes. On vous écoute.
Alors, pour être franc, la question du Lyon-Turin revient souvent dans les discussions, avec plutôt des postures, des revendications que de vraies questions. Guillaume Vimon, militant écologiste, vous apostrophe, messieurs, quand les candidats vont-ils arrêter les grands projets inutiles et coûteux? La question du contournement ferroviaire de Lyon est également jugée prioritaire par certains. Jean Rebourg de Chambéry estime que le contournement ferroviaire doit être réalisé avant même la 45. Jean-Paul Huillier de Bourgoin-Jallieu pense que l'on peut améliorer d'ores et déjà l'exploitation du fret ferroviaire en créant de nouvelles plateformes de chargement. C'est aussi l'avis de M. Bourdet de Chapareillan. On pourrait mettre les camions sur les trains tout de suite car l'infrastructure est sous-utilisée, dit-il. Mais d'autres estiment que le fret ferroviaire ne règle pas le problème, surtout en termes de sécurité. Jean Cossin de Lamps dit ceci: ne plus vouloir de camions sur les routes, c'est très louable, mais laisser traverser la région par des trains de très longue dimension dans les villages de Drôme et d'Ardèche, c'est criminel, dit-il. Et puis Estelle Mounier sur Facebook réclame des élus des explications sincères et surtout très réalistes. Comment peut-on prévoir des investissements et de la sécurité quand la priorité de certains groupes politiques est précisément de réduire les dépenses? Eh bien, on va dire qu'il y en a pour tout le monde en a pris pour son grade. Puis c'est ça aussi, effectivement, les internautes, leurs questions souvent et leurs remarques pertinentes. Alors, je voudrais qu'on parle brièvement, parce que l'heure tourne, de ce qu'a prévu la réforme territoriale, notamment le transfert aux régions en 2017 des transports interurbains, les autocars et des transports scolaires hors zone urbaine. Sacré défi pour les régions qui vont donc récupérer des compétences qui étaient juste là détenues par les départements. Or, aujourd'hui, chaque département a développé sa propre offre de transport et ses tarifs, Yannick. C'est vrai, un quart des départements français a choisi de maintenir la gratuité des transports scolaires. Regardez par exemple, je vous emmène dans l'Ain, nous sommes là à Saint-Étienne-du-Bois où les enfants ont l'habitude effectivement de prendre cet autocar payé par le département. Ça coûte de plus en plus cher, environ 630 € par enfant et par an. Et du coup, il y a des choix qui sont faits là aussi, parfois arbitraires, sur les trajets, sur les villages dessertés, j'ai envie de dire, desservis, pardon. Donc, l'Allier, l'Isère, le Drôme et l'Ain, voilà, les 4 départements qui, pour l'instant, maintiennent cette gratuité. La question, je vais l'adresser à Patrick Mignola, tout simplement. Quand vous allez récupérer cette compétence, allez-vous maintenir la gratuité pour toute la région? Et comment allez-vous l'organiser? Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous prévoyez l'organisation d'un service régional de transport scolaire gratuit? Il faudra travailler dans le cadre de conventions de proximité avec les départements, parce que c'est eux qui ont une véritable vision, une véritable expérience en la matière. Moi, j'ai siégé au département de la Savoie pendant des années. Je pense que la proposition de M. Caron n'est pas une proposition responsable sur la gratuité du transport scolaire, pour 2 raisons. D'abord, ça coûte 220 millions. Vous en cherchiez 140 pour la 45. 220 millions. L'évaluation, c'est 220 millions aujourd'hui, et c'est pas contestable. Ce que je crois, c'est que cette proposition, vous l'avez formulée il y a 6 mois en pensant que vous ne seriez pas réélu, mais que la réalité, c'est que vous ne pourrez pas le mettre en place. La réalité, c'est que nous allons être réélus, si je dans me suis bien. l'hypothèse où vous pourriez gagner. Dire, objectivement, Partez battu. objectivement, vous savez bien qu'en termes d'organisation, c'est extrêmement difficile sur le terrain de promouvoir la gratuité, puisqu'on ne sait jamais après quand les parents s'inscrivent s'ils ne payent rien, parce que Ça veut dire la gratuité dans certains départements, Dans certains départements, on a d'autres. énormément de mal. Ce sera pas pareil pour à tout le monde. Donc une s'organiser. convention par département, Donc ça- si je comprends donc ça veut bien. dire que- Chacun organise ses transports Mais- département par département. Exactement. La Monsieur région est une Méliès. région stratégique. Et après, on fait terminer notre table avec Jean-François Debat. Sur les cars, c'est la même chose. Il ne faudra pas que... alors, sur la question des transports scolaires gratuits, évidemment, non. Même s'il va falloir revoir les tarifs pour s'adapter au mieux aux contextes territoriaux, à la question de l'exclusion territoriale de certains départements. Mais bien sûr, vous ne pourrez pas financer correctement la gratuité parce que ça va prendre sur d'autres dépenses d'investissement, de fonctionnement. Et nous voulons baisser en partie le budget régional. Donc vous êtes une approche départementalisée, c'est-à-dire que vous Voilà. signez là aussi des conventions par Contre, département, on vous signe- maintenez en l'état actuel. Exactement. Parce que ça, c'est important que les téléspectateurs comprennent bien. Par contre, sur nous ce ne point-là, voulons pas, comment vous vous nous ne situez. voulons pas sur le transport scolaire gratuit. Nous pensons même qu'il faut peut-être travailler sur une étude pour amener aussi d'autres voyageurs. Pourquoi pas mutualiser les services. Monsieur Debat, Alors, quelques phrases. Sur la question des transports scolaires, nous allons assurer l'égalité d'accès aux services publics sur l'intégralité de la région. Parce que vous le savez fort bien, Monsieur Mignola, on ne peut pas, la région étant autorité organisatrice, avoir des différences de situation suivant les départements. Donc oui. Et Mais on vous dit 220 millions d'euros. Le surcoût, ça c'est le coût complet.
le surcoût de la gratuité pour les élèves, parce que personne n'assume les 650 € ne sont jamais demandés aux familles. Donc même dans les départements qui demandent 150 € par an aux familles, ça ne couvre pas l'intégralité du coût. Ce que vous dites, c'est l'intégralité du coût. Le surcoût est de 25 millions d'euros par an, donc c'est quelque chose que nous assumerons en termes et sur lesquels nous ferons des économies pour récupérer ces 25 millions d'euros. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'organisation, en revanche, vous avez raison, ça n'est pas parce que la région sera autorité organisatrice, stratège pour fixer les orientations, que la mise en œuvre sera faite de Lyon. Elle sera bien faite dans des cadres départementaux, voire de bassins de territoire, parce que c'est à cette échelle-là que l'on peut avoir l'organisation des transports. Merci Jean-François Debat. Allez, il est temps de conclure cette première partie en vous rappelant qu'au total, dimanche prochain, 6 autres listes participeront donc au scrutin. Elles ne sont pas partie prenante de ce débat car nous sommes tenus de respecter le principe d'équité dont les critères ont été définis par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors 3 à donner, je vous les donne parce qu'effectivement ce n'est pas toujours très clair et il vaut mieux qu'on les partage. D'abord 1, les résultats obtenus aux élections précédentes, 2, les intentions de vote publiées par les instituts de sondage et puis ce qu'on appelle la capacité à animer la campagne. Voilà, ces données du reste sont disponibles sur le site de CSA. Je propose maintenant d'écouter la tête de liste drômoise du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire, Corinne Morel-Darleux, sur la question des transports. Aujourd'hui, il y a trop de retard, il y a trop de dysfonctionnement, il n'y a pas assez de personnel dans les gares, dans les trains, y compris pour des besoins de sécurité, puisque ce n'est pas des portiques qu'il faut, c'est bien de la présence humaine, parce qu'eux peuvent réagir en cas de problème, contrairement aux portiques de sécurité. Et donc, il y a une négociation à avoir avec la direction régionale de la SNCF, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, pour obtenir ces différents points. Et puis, si la direction de la SNCF décide d'abandonner certaines lignes, notamment des petites lignes en zone rurale qui sont si importantes, eh bien, nous nous engageons à les reprendre au niveau de la région avec un opérateur public, avec des cheminots sous statut cheminot, c'est-à-dire de reprendre le service public pour que tout le monde ait le droit à la mobilité dans notre région. Autre liste à s'exprimer ce matin, celle du PC, du MRC. La tête de liste en Savoie, Antoine Fatiga, réclame lui plus de trains, de lignes et de gratuité. D'abord, nous voulons encore plus de transport aujourd'hui parce que la mobilité, c'est quelque chose d'important. Donc nous développerons les transports, l'infrastructure aussi ferroviaire parce que c'est important si on veut de la régularité. Nous développerons aussi le fait que chacun puisse prendre le train en instituant de la gratuité, encore plus qu'aujourd'hui, en élargissant, en essayant d'arriver sur la durée du mandat à la gratuité pour tous les âgés. Et puis, ce qui nous semble aussi important dans cette grande région, c'est de faire en sorte que nous ayons de la mobilité sur les territoires. Et pour cela, nous allons mettre en place des comités de la mobilité qui sont les transformations de ce qu'on appelle aujourd'hui les comités de ligne pour permettre en fait à chaque citoyen de pouvoir interférer et décider de cette mobilité qui ne tourne pas uniquement du ferroviaire, mais y compris de tout ce qui est mobilité, je dirais, dans le cadre écologique et du développement durable de ce point de vue-là. Le deuxième thème que nous allons aborder maintenant est aussi un gros morceau. C'est l'éco et par voie de conséquence l'emploi. Je le redis, c'est la première préoccupation de nos concitoyens. Quelques chiffres pour cadrer le débat. D'abord, la richesse en Auvergne-Rhône-Alpes, qui place la région en deuxième position en France. C'est à peu près l'équivalent de la Grèce. 85% du PIB est produit dans l'actuelle Auvergne-Rhône-Alpes. Un déséquilibre 85% dans la région Rhône-Alpes. C'est un déséquilibre que vous voyez sur l'écran, dont vous avez déjà parlé dans cette émission. Même constat, et du coup c'est logique, sur le nombre d'emplois pour chacune des deux entités. Encore une donnée pour cadrer le débat, évidemment, le taux de chômage. Le seul chiffre officiel disponible date de fin 2014, le taux atteignait à peu près 9% de la population active, avec une explosion du chômage de longue durée. Mais depuis, on le sait, le taux s'est encore aggravé. Cette semaine, on a appris que le nombre de demandeurs d'emploi avait progressé de 1,4% en Rhône-Alpes et de 0,8% en Auvergne. Sur l'économie régionale, Philippe Bette, que vous ont écrit les internautes cette semaine ? Les questions qui nous arrivent d'Auvergne expriment une très vive inquiétude. Manifestement, on est très inquiet de l'appauvrissement de la région Auvergne et de l'éloignement des centres de décision, donc de Lyon. Miladiou, une personne de la Bourboule, nous fait part de son inquiétude de voir l'Auvergne désertée. De plus en plus de Clermontois et d'Auvergnats iront à Lyon, soit pour des démarches administratives, soit pour trouver un emploi, dit-elle. Avec cette question, n'est-il pas inévitable que l'Auvergne devienne le quart-monde de la région ? Nicole Doriac est aussi
inquiète. Elle redoute que son département ne reste à l'écart de cette grande région. Et pour éviter que le Cantal ne devienne une contrée lointaine, le Far West, c'est sa propre expression, elle avance une solution pratique, que la grande région mette en place des circuits courts agricoles pour alimenter les cantines scolaires rhône-alpines avec des produits du terroir auvergnat. Une forme de réciprocité, si vous comprenez. Quant à Bruno de Vichy, il pose la question toute simple. Quel maillage envisagez-vous pour permettre justement une application de la politique économique régionale sur l'ensemble des territoires ? Merci Philippe. Alors, toutes ces questions, effectivement, traduisent une certaine inquiétude. Je vous emmène à nouveau dans le Far West, si vous voulez bien. Et je vais vous raconter une petite histoire rapide qui s'est passée dès les années 80. C'est cette entreprise, regardez, jeuxvideo.com. Elle est née à Aurillac dans les années 80. Une idée de génie d'un seul homme qui a décidé de faire un site internet qui aide les gens à progresser dans leur jeu. C'est simple, ça a cartonné. D'un site Minitel, c'est devenu un site internet. Puis de plus en plus d'emplois, avec des petites aides et beaucoup de débrouillardises. Puis beaucoup d'emplois, puis il y a eu un groupe de plus en plus important, français, international, coté en bourse. Et puis un jour, jeuxvideo.com est vendu à une autre entreprise avec la promesse de laisser les emplois en Auvergne, à l'époque, à Aurillac. Sauf qu'au bout d'assez peu de temps, finalement, le groupe qui a racheté tout ça a changé d'avis et a exporté les emplois. Tout le monde, on ferme tout et on part à Paris et Toulouse, d'ailleurs, à l'occasion. Ma question, c'est la suivante. Comment vous faites pour conserver les entreprises qui, par hasard, réussissent dans notre belle région? Monsieur Méliès. Alors d'abord, si vous me permettez, avant de parler de toutes les politiques de développement économique, il faut d'abord parler de l'exemplarité de la collectivité territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. Dans sa commande publique, c'est une arme pour soutenir nos TPE, nos PME, nos artisans. Par conséquent, alors je sais que la liste de M. Wauquiez nous a repris ce thème de campagne, mais nous, et les listes du Front National sur toutes les autres régions, nous voulons mettre en place la priorité régionale dans les marchés publics en utilisant tous les moyens légaux. Ça, c'est votre argument qui sont national qu'on entend tout le temps. Oui, mais la question, c'est pas du tout ça. C'est comment si, vous aidez les entreprises à se développer et à rester sur le territoire. Si vous voulez, on va nous choisir les questions et puis on vous laisse les réponses. Je vais terminer parce que à partir du moment où les TPE et les PME n'ont pas accès à la commande publique, vous imaginez bien derrière, ça pose de graves problèmes. Et je vous donne un exemple très concret. Non, s'il vous plaît, répondez à la question. Comment on les garde, les entreprises? Comment vous développez et conservez les entreprises? Déjà, en rajoutant un mot à votre thème économie-emploi, aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire précède l'économie. Si vous ne mettez pas en place les investissements nécessaires en matière de désenclavement routier, en matière de haut débit, évidemment, vous avez des entreprises qui vont rejoindre et qui vont accompagner le phénomène de métropolisation qui est en l'œuvre. Et moi, ce que je dénonce à travers cette réforme territoriale de la loi NOTRe, mais également les politiques qui ont été menées et qui risquent de l'être si nous n'arrivons pas aux affaires, c'est que forcément, la concentration de population va faire que des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui ont évidemment des facilités pour accéder aux guichets de la région, vont être favorisées. Par conséquent, nous voulons dire quoi? Mettre la priorité sur les territoires enclavés, en désenclavant par rapport à l'aménagement du territoire, l'aménagement du haut débit, mais également en communiquant mieux sur les dispositifs d'aide à la région. Et je terminerai sur une dernière proposition. Nous voulons par exemple mettre en place un fonds d'aide à la trésorerie des entreprises et nous allons communiquer sur ce fonds en priorité à ces entreprises des territoires qui se sentent exclus de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-François Debat, comment on garde des entreprises qui sont susceptibles comme ça, soit d'être rachetées, soit de partir, parce qu'on parle beaucoup de les attirer, c'est une chose, mais là on voulait placer le débat sur les garder. Alors d'abord, votre exemple montre qu'on peut réussir dans notre région par le développement de l'innovation. Et c'est ce que nous souhaitons soutenir et ce que nous soutenons aujourd'hui à plus de 35 millions d'euros par an. Nous souhaitons accroître l'effort pour aider à l'innovation. Parce que ce qui permet à nos entreprises de garder des marchés, c'est d'avoir un coup d'avance et de ne pas produire des choses qui peuvent être produites dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc la première chose, c'est de soutenir l'innovation comme nous le faisons et comme nous le ferons davantage encore. La deuxième chose, c'est le très haut débit. Le très haut débit, c'est un élément d'équilibre du territoire. Nous nous sommes engagés parce que ça veut dire qu'à la Bourboule, on a le même accès à la commande publique et aux entreprises privées qu'au cœur de Lyon. C'est 400 millions d'euros au total entre Auvergne et Rhône-Alpes pour parvenir à l'échéance de 2020 au fibrage de l'ensemble des zones d'activité économique et de l'immense majorité de tous les villages et toutes les villes.
Et enfin, le troisième élément, c'est le soutien à la création et à la reprise d'entreprises, la transmission. Parce qu'une partie de ces entreprises, c'est la question de la transmission. Lorsque l'on a des entreprises dont le dirigeant, on parle souvent de PME, 15 salariés, moi j'en ai un exemple précis dans mon département, eh bien, si l'on ne prépare pas cette transmission, c'est une PME qui, simplement, alors qu'elle est productive, eh bien, se casse la figure, si vous me passez l'expression. Et cela, c'est un gâchis économique. Et pour cela, les dispositifs, nous allons booster les dispositifs de soutien à la transmission, notamment pour favoriser l'achat des entreprises par soit des cadres, soit des repreneurs familiaux externes. Ce sont des dispositifs très concrets de caution, de prêt d'honneur. Des scopes, des formules comme ça? Non, mais même du soutien à la reprise purement privée. Avec, quand on n'a pas beaucoup d'argent et que l'on veut reprendre une PME, je m'arrête derrière. Mais c'est quand même très concret. Souvent, on a un problème d'accès au crédit bancaire. Ce que nous faisons et ce que nous allons faire encore davantage, c'est de cautionner ou de prêter de l'argent dans un tour de table, de manière à ce que ces projets puissent être réalisés. C'est 4000 entreprises que nous pouvons aider en création, c'est 4000 entreprises que nous pouvons aider en reprise. Patrick Mignola. Moi, je vais essayer de répondre réellement à votre question. Parce que si on veut remettre cette région sur le terrain de l'emploi, il y a une priorité pour les entrepreneurs, c'est l'éducation. Que ce soit dans les liens entre nos lycées et le monde de l'entreprise, qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire, ou tout simplement parce que, pour moi qui suis chef d'entreprise, je sais que la vraie valeur d'une entreprise, ce sont ses salariés, et qu'aujourd'hui, nos sections d'apprentissage ne sont pas suffisamment adaptées. J'ai vu ça tout au long de la campagne, que ce soit en matière industrielle, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le tourisme, dans le thermalisme, dans l'agroalimentaire. Je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui me disent « mais moi, je peux créer des emplois, sauf que je n'ai pas les salariés qui, dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, sont formés en fonction de mes besoins. » Et pour garder une entreprise sur un territoire, il faut d'abord lui apporter cette valeur-là qu'est la valeur humaine. Et donc le gros travail, c'est de rapprocher, dans la discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, l'école et l'entreprise. Bien sûr qu'il faudra du numérique, bien sûr qu'il faudra travailler sur les ressources énergétiques, parce qu'aujourd'hui l'énergie est également, et en particulier les énergies renouvelables, est également une des conditions d'implantation et de conservation des entreprises sur le territoire. Mais la grande priorité, elle devra être, au cours de ce mandat, de relancer l'apprentissage, de réinciter nos jeunes à venir vers l'apprentissage en valorisant de véritables métiers, et pas en se faisant plaisir, en ouvrant telle ou telle section, juste que je comprenne, et en oubliant de la c'est-à-dire fermer qu'on quand elle fonctionne fermera pas. par exemple certaines filières qui sont plus adaptées aujourd'hui peut-être au monde du travail, et on en ouvrira d'autres, c'est cette idée-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux mondes qui vivent en parallèle et qui ne se parlent plus. Et là, il faut une présence des élus régionaux pour pouvoir recréer ces passerelles entre le monde économique réel et le monde de la formation. Aujourd'hui, les équipes enseignantes dans tous nos lycées professionnels, dans nos CFA, sont prêtes à faire ça. Et maintenant, donc vous faites des campus des métiers comme le propose votre opposant C'est ce que j'allais dire. Cette formule. Mais vous savez, aujourd'hui ils existent déjà. Mais vous avez une réponse qui n'est pas concrète de la part de la région. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui l'apprentissage? Pourquoi des chefs d'entreprise comme moi, on a du mal à prendre des apprentis? Parce qu'il y a autant de contrats de professionnalisation que de contrats d'apprentissage. Je suis désolé pour cette digression technique, mais ça coûte juste 2 fois plus cher de faire des contrats de professionnalisation. Donc une petite entreprise de carrelage, une petite entreprise d'agroalimentaire, elle a beaucoup plus de mal à se dire que demain on va prendre un jeune parce qu'il coûtera 2 fois plus cher. Au début de la campagne, vous disiez que vous prendriez à votre charge toutes les formalités administratives pour chaque apprenti. Oui, bien sûr. Ça, parce que ça coûte cher en termes d'emploi public et de services publics. C'est le pacte, une entreprise, un emploi. Si les entrepreneurs... Vous prenez à votre charge l'administration. Vous êtes en même temps en train de nous dire que les dépenses de fonctionnement sont peut-être trop lourdes, et du coup vous êtes en train de dire que la région doit prendre à sa charge finalement tout l'administratif. Mais bien sûr, vous savez, si demain on arrive à faire un certain nombre d'économies sur la foultitude d'agences qui entourent l'administration régionale, il vaudra mieux mettre l'argent sur les jeunes, sur l'économie, plutôt que réinsister pour remettre de l'argent là où il n'est pas productif. Antoine Méliès. Juste pour continuer sur ce débat, je rappelle quand même une chose, quand on parle de concentrer l'aide pour nos entreprises, c'est déjà de réduire certains budgets. Et je pense notamment au budget de la coopération internationale, de l'action internationale de la région qui est de 12 millions d'euros. Eh bien, nous considérons qu'en période de crise économique, avec un chômage qui s'aggrave à la fois dans la région Rhône-Alpes, à la fois dans la région Auvergne, il faut diviser par 4 ce budget. Comment vous développez une entreprise comme jeuxvideo.com si vous n'avez pas de coopération avec l'international? Excusez-moi, je termine.
La Je réponds coopération à la internationale, proposition. déjà, elle n'est pas uniquement tributaire de la région. Vous savez, il y a des organisations consulaires, il y a des organisations professionnelles, il y a l'État également. Je vais vous donner un exemple. ERAI, par exemple, a fait doublon en soutien à l'export à ce que faisait déjà la COFAS. Alors, J'ai juste moi-même ERAI, bénéficié, parce qu'on va le bien sûr. préciser, excusez-moi, ERAI, c'était une agence para-régionale, on va dire para-publique, qui était chargée notamment en région Rhône-Alpes de faire la promotion de la Très bien région géré, à ouais. l'international, Par des et chefs donc d'entreprise, qui a très bien été, géré. dont le fonctionnement, les frais de fonctionnement, en tout Ah, cas, ont la été preuve, dénoncés c'est terminé. à la fin de cette campagne, et voilà, Juste- pour voilà, résumer rapidement d'accord. la situation. Et donc, par conséquent, il faut prioriser et utiliser l'argent de la région d'abord pour les TPE, les PME régionales. Ensuite, sur la question de l'apprentissage, je pense qu'il faut maintenant travailler mieux avec les organisations consulaires, les chambres professionnelles et mettre en place un observatoire régional des formations professionnelles pour Donc dire vous êtes- nous vous devons êtes d'accord, adapter. après, avec M. Mais- Mignola, mais vous faites le c'est même des, constat. c'est des politiques de bon sens. Il faut aller chercher la formation, il faut adapter la formation à l'offre d'emploi et ne pas faire d'idéologie. Je vous rappelle que l'un des vice-présidents en charge notamment de la formation professionnelle, c'était M. Mérieux, le père du pédagogisme, celui qui nous disait qu'il fallait pas investir sur le manuel. Eh bien moi, je pense que si il faut travailler sur le manuel, il faut valoriser les métiers rares, les métiers manuels, parce que ce seront Donc les vous faites métiers de la com pour les valoriser. Comment Vous faites des frais de communication pour valoriser l'apprentissage. Mais je pense qu'il faut mieux cibler également la communication des dispositifs. Je vous donne un exemple. C'est vous qui nous expliquiez au début de la campagne qu'il fallait supprimer les frais de communication. Non, C'est non, pour non, ça que je non, vous pose la monsieur, question. Donc vous remettez de la il faut faire- communication. Il faut faire de la bonne communication là où elle est utile et là C'est où ça. elle est importante. Il ne faut pas faire de la communication sur, par exemple, et bien sûr, vous savez très bien que lorsque vous passez des marchés publics, vous pouvez bien gérer certaines dépenses et réduire certains coûts. Mais je vous le dis très clairement, il faut miser sur des dispositifs lisibles, abordables, adaptés aux porteurs de projets et à ceux qui sont dans le quotidien de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Jean-François Quand Debat. même, sur ces sujets-là, moi je suis d'accord avec ce que dit Patrick Mignola. Il faut toujours adapter. Nous faisons ce constat. Et année après année, les ouvertures de sections d'apprentissage, les orientations aussi en matière de formation professionnelle des chômeurs sont déclinées territorialement. Que l'on puisse améliorer le dispositif en travaillant encore mieux avec les entreprises, c'est exact. Et c'est un effort continu et constant. Il n'y a pas besoin de faire semblant de considérer que la région ne faisait pas le travail pour pouvoir le dire. Moi, je vous le dis, oui, on peut faire mieux globalement en travaillant avec les chefs d'entreprise et en tenant compte aussi de ce qui a déjà été développé. Nous avons accru l'offre d'apprentissage de manière forte. Nous avons accru l'offre de formation professionnelle, mais d'accord sur cet aspect-là. Simplement, ce que vous nous dites, M. Mignola, est bel et bon, et quelque part, je peux l'entendre. Simplement, c'est juste pas ce que nous dit M. Wauquiez dans ses priorités. J'aimerais comprendre. Quand je regarde la profession de foi qui est arrivée dans tous les foyers, elle ne parle pas de cela. Elle nous parle d'une promesse qui, pour moi, est quand même assez compliquée à lire. C'est zéro charge pour le premier emploi créé. Alors, j'ai fait un tout petit calcul. On parle de 10 000 emplois créés, premiers emplois créés en Rhône-Alpes, au Rhône-Alpes-Auvergne, avec un salaire de l'ordre de 1 500 euros. Ça fait 1 000 euros de charges multipliés par, sur l'année, ça fait 120 millions d'euros. Alors, j'aimerais savoir, M. Mignola, si vous allez mettre le paquet sur la formation, sur l'apprentissage ou sur cette mesure, et comment faites-vous pour financer une mesure de cette nature? Parce que c'est zéro emploi créé, zéro charge. Zéro charge, c'est vraiment zéro charge. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous faites financez ça pour financer cela. Est-ce que c'est bien cela dont vous nous parlez ou est-ce que c'est une publicité mensongère? On va faire comme dans un certain nombre de régions qui pourtant sont gérées par la gauche. Au lieu d'avoir 8% du budget consacré à l'économie, on va passer à 15% parce qu'on va remettre cette région sur le terrain de l'économie et de l'emploi. Et effectivement, c'est une vraie différence entre nous. Est-ce que vous... Mais je voudrais revenir 120 millions d'euros, sur... 120 millions d'euros en fonctionnement tous les ans, 120 millions d'euros pour 10 000. Puis l'année prochaine, 240 pour 20 000. Vous les trouvez où dans le budget régional, Monsieur Mignola? Vous les trouvez où? C'est bien cela la mesure? C'est bien cela la mesure? Non, juste, on va laisser répondre et puis après vous intervenez. C'est bien cela, la Mais on mesure. est exactement là-dedans. Alors, sauf que justement, le problème... Attendez, Monsieur Mignola. Qui puisse répondre, Monsieur Debat, qui puisse répondre, s'il vous plaît. On a chiffré dans nos propres propositions 50 millions d'économies par an. Ce qui n'est pas la mer à boire sur le budget. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on est capable de faire 4% d'économies de frais de fonctionnement. C'est ce que, au demeurant, le gouvernement que vous soutenez impose à tous les maires, puisqu'il réduit leur dotation de l'État de 15% tous les ans. Donc en fait, c'est le même effort qu'on va demander à la région pour pouvoir financer le premier emploi de petites entreprises.
c'est très important. Il y a aujourd'hui les auto-entrepreneurs, il y a aujourd'hui les conjoints collaborateurs qui peuvent être salariés. Mignola. Et c'est demain comme ça qu'on va Mignola, recréer des emplois vous sur le n'êtes terrain. pas sérieux, parce que dans le document de campagne générale de M. Wauquiez, c'est marqué 0 charge pour le premier emploi créé. Et puis dans la 30 propositions pour redonner un nouveau souffle à notre région, c'est plus tout à fait la même chose. C'est une prime de 2 000 € annuelle. Alors, parce qu'une prime de 2 000 € annuelle. Alors, dans un cas, on nous parle de 100% des charges. Allez, vous êtes chef d'entreprise, 100% des charges. Dans l'autre cas, on en vient à 2 000 € annuels. Vous répondez C'est la brièvement, même et ensuite Antoine proposition. Méliès intervient, C'est la s'il même vous plaît. proposition. Je dis simplement Dernière que vous réponse faites de Patrick de la Mignola, s'il vous plaît, publicité monsieur Debat, je vous mensongère en prie. en faisant croire des choses que vous ne pourrez Allez, pas monsieur financer Mignola, et que votre vous ne réponse, pouvez pas ensuite, soutenir. Antoine C'est pas Méliès. comme ça qu'il faut faire de la politique, monsieur Debat. Monsieur Mignola, Les gens, ils ont envie de c'est voter pour exactement la même quelque mesure. chose et pas Excusez-moi. contre quelqu'un. C'est C'est exactement la fini, même ça. chose. Réconcilier Non, non. monsieur Mignola, Non, monsieur Debat. Vous prenez... Non, je vais Vous faire avez juste, vous les réconcilierez juste un peu après. Je vais d'accord faire une proposition importante Faites votre réponse et en plus, en dehors Antoine des Méliès. polémiques parce que ça fait perdre du temps aux téléspectateurs. Il y a, ce que je crois, c'est que non seulement il faut parler aux entreprises, mais qu'il faut aussi parler aux jeunes. Et moi, je porterai une proposition qui sera celle du statut de l'alternant pour que ce soit un statut aussi intéressant que le statut de l'étudiant, pour qu'il puisse avoir une attribution à un logement social ou un logement étudiant prioritairement, pour qu'il puisse avoir une carte EMRA encore élargie aux événements sportifs et culturels et qu'il puisse l'a passer déjà. les permis de conduire Qu'il l'a Vous déjà. n'avez moins pas cher. répondu à la Qu'il question. l'a déjà. après l'interpellation. Qu'il l'a c'est pas déjà. grave. Il y a, Je vais peut-être il y a répondre 50 pour millions, monsieur il y a Mignola. 50 millions financés, et ensuite on fait un arbitrage sur les frais de fonctionnement dont vous savez qu'ils ont explosé. Tout Méliès. Non, non, mais enfin, Et vous trouvez les 100 écoutez, millions. Réconcilier tout le monde, Antoine Méliès, millions puisque d'euros vous par voulez an. le faire. Mignola, Monsieur Mignola, ça n'est pas vrai. Ça va peut-être pas plaire à M. Mignola, mais c'est vrai qu'on constate avec M. Wauquiez, mais comme on constate d'ailleurs dans d'autres listes régionales, je pense M. Estrosi qui panique aussi, que vous faites le catalogue du Père Noël, des promesses, etc. Nous avons dit quoi? Nous avons dit oui, il faut créer un chèque emploi TPE pour 5000 entreprises par an, où nous prenons pendant un an à création d'un CDI l'ensemble des charges sociales et Et patronales. vous dites 10 000 euros, c'est ça? Non, c'est 50 une proposition, millions. à un moment, C'est pour un premier 50 emploi millions. CDI, vous prenez 10 C'est 000 euros 50 d'exonération millions, fiscale. c'est 50 millions par an. Ça, c'est budgété. Et nous disons quoi? Nous disons oui, nous allons le financer parce que quand j'écoute Monsieur Débat, on a Est-ce que vous l'impression. financez en supprimant, par exemple, le planning familial, comme ça a été annoncé Comment par une de vos candidates? Comment vous trouvez l'argent pour vous supprimez Mais le planning attendez, familial oui, et les oui, mais aides j'entends bien sociales, votre provocation. Nous supprimons des subventions aux associations politisées. Écoutez-moi, monsieur. Nous supprimons les subventions aux associations politisées parce que nous considérons que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit se reconcentrer sur ses compétences. Et ces compétences, par exemple, ce n'est pas de subventionner à hauteur de 400 000 euros pour l'année 2014 des associations communautaristes comme SOS Racisme ou la LICRA. Je vous le dis très clairement, monsieur. Pourquoi? Nous allons les supprimer parce que la compétence de la région, c'est le développement économique, c'est l'aménagement du Juste une territoire. chose. Quand vous dites c'est- communautaristes pour des associations qui luttent contre le racisme, vous les estimez communautaristes? Non, ce sont des associations politisées qui ont mené des procès contre des hommes et des femmes politiques, par exemple contre nous, non pas pour racisme, mais parce que nous tenions des propos qui leur déplaient. Eh bien ça, nous considérons que c'est terminé parce que c'est l'argent des contribuables, et donc dans l'argent des contribuables, l'argent des gens qui votent pour nos listes. Je terminerai juste par là. Monsieur Débat, nous pouvons faire des économies. Je vais vous donner un exemple. Je parlais de l'action internationale de la région. Nous considérons qu'en période de Là, je vais crise, devoir vous couper dans un nous devons moment. Je vous le dis tout de terminer. suite, parce Mais nous qu'on devons arrive faire à l'heure de des midi. économies, monsieur Débat, notamment 500 000 euros pour l'accueil des clandestins sur l'ancien site Allez, de la région. une et de la dernière réponse rénovation pour des Monsieur travaux. Debat, puisque vous Ça, êtes interpellé sur cette nous question-là, et on va supprimerons clôturer le ces débat, 500 000 messieurs. euros pour aller en direction des Jean-François entreprises Debat, qui je doivent vous demande être une réponse prioritaires dans rapide, s'il vous l'action de plaît, la parce qu'il y a région. le journal de midi, c'est important. Une phrase. Dans les difficultés du monde, avoir travaillé sur la solidarité avec l'Afrique, je parle des budgets de solidarité internationale, c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Louis Borloo. On ne peut pas opposer l'un à l'autre et opposer ça relève quelques de millions l'État, d'euros monsieur Debat. par rapport à des actions qui sont mises sur le territoire. La deuxième chose, Monsieur Mignola, c'est que je vous respecte infiniment. Vous êtes un homme pondéré. Le seul problème, c'est que les propositions de la liste sur lesquelles vous êtes engagé sont des propositions populistes, démagogiques et non chiffrées. Et qu'au total, aujourd'hui, vous êtes embarqué dans cette campagne, vous la défendez du mieux possible. Mais on sent bien quand même que ceci ne correspond pas réellement à ce que vous auriez souhaité. Là, je suis désolé de vous couper, messieurs, parce que là, il est je le regrette, midi je le moins regrette, une et minute, finalement, quelque et part, j'ai je une vous deuxième compatis. prise de parole. Tellement de Je défendre compatis. votre bilan que vous préférez Ah, non, non. attaquer personnellement. Ok, Laurent. Non, non, Allez, je l'attaque pas pour Non, Soyons non, c'est projet fini, contre messieurs, simplement. c'est fini, je Les suis centristes qui désolé, sont sur ma il liste est ne midi sont pas bientôt. venus pour rien. J'ai une deuxième prise de parole à vous donner de la tête de liste du Rassemblement, donc citoyen écologique et solidaire, Corinne Morel-Darleux. Elle parle notamment du développement économique, on l'écoute.
La priorité des priorités, c'est la création d'emplois locaux de qualité. Or, sur le mandat écoulé en Auvergne et en Rhône-Alpes, on a fait le compte. C'est 334 millions d'euros d'argent public qui sont partis sur des projets inutiles ou vers des grandes entreprises qui font des profits, qui versent des dividendes à leurs actionnaires et qui licencient et détruisent des emplois locaux. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de réorienter ces sommes avec des critères sociaux, environnementaux très clairs. Et ça nous permettrait de créer, on l'a évalué, à 50 000 emplois sur le mandat qui vient, en réorientant vers les petites et moyennes entreprises, vers l'artisanat, vers les filières d'avenir, que ce soit dans la rénovation thermique des bâtiments en matière de transition énergétique, que ce soit vers la filière bois, et puis pour une vraie stratégie industrielle de notre région qui a beaucoup pâti de la destruction de ces emplois et des délocalisations. Voilà, je vous rappelle qu'il y a 5 autres listes qui sont en lice dans cette élection en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Humain d'abord, c'est-à-dire la liste menée par Cécile Cukierman, le PC et le MRC. Lutte ouvrière, menée par Chantal Gomez. Debout la France, dont le leader en Auvergne-Rhône-Alpes est Gerbert Rambaud. L'Union populaire et républicaine, l'UPR, Alain Fedel est à sa tête. Et enfin, Éric Lafont mène la liste 100% citoyen. Voilà, je vous le dis, on a un petit peu de retard. Pardon, on retrouve nos deux compères de la presse régionale pour le débrief. Messieurs, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, donc, vos JT dans les Alpes, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Bonjour à tous et on commence par cette défaite en football. L'OL a sombré encore. 3e défaite en une semaine contre Montpellier. Cette fois, les Lyonnais se sont inclinés sur la pelouse de Gerland. 4-2, une débâcle. L'OL a-t-il démissionné? Car hier, l'équipe d'Hubert Fournier a rendu les armes, presque sans combattre. Le récit de Cécile Banazic. Un naufrage collectif, une humiliation. Les termes ne manquent pas pour qualifier la défaite des Lyonnais hier face à Montpellier. Après seulement 10 minutes de jeu, l'OL est mené 2-0 avec un but de Gonalon contre son camp. Et une belle action de Ninga qui prend tous les défenseurs de vitesse. On pensait que Lyon allait revenir dans son match avec cette réponse de Lacazette, mais les joueurs retombent rapidement dans leur travers, erreur de défense et absence de collectif. On salue un peu l'image du club, notre image à nous-mêmes déjà. Le club a essayé de mettre tout en ordre pour qu'on soit le plus compétitif possible. Après, on peut trouver 30 000 excuses, mais voilà, c'est nous qui sommes sur le terrain et il va vraiment falloir qu'on se mette à faire notre job. La deuxième mi-temps se révèle désastreuse. Avec cette mauvaise passe, Raphaël offre à Ninga son doublé et Camara finit par battre le gardien lyonnais. Un match à oublier très vite pour l'entraîneur de l'OL. Un petit sentiment de honte par rapport à la prestation qu'on a fait ce soir. Voilà, maintenant il faut trouver les moyens de s'en relever et puis trouver 11 gars qui soient capables d'aller batailler à Nantes parce que ça va arriver vite maintenant. Malgré ce coup franc de Guézal, les sifflets des supporters lyonnais retentissent. Beaucoup ont quitté les tribunes avant la fin de la rencontre. Une victoire en revanche en rugby. Le Loup s'est imposé 28-19 hier sur la pelouse d'Albi. Malmenés pendant près d'une heure, les Lyonnais se sont réveillés au retour des vestiaires. Avec 9 succès en 10 matchs, les Rouges et Noirs se confortent leur place de leader et se rapprochent de plus en plus du top 14. Le droit de porter une arme, ils le revendiquent depuis des années. Les policiers municipaux de Lyon ont été entendus par le maire Gérard Collomb, longtemps opposé à cette idée. Il a changé d'avis hier en raison, dit-il, du contexte. Les agents seront progressivement armés à partir de 2016. Ils suivront d'abord une formation théorique et pratique et recevront ensuite un stock d'armes du ministère de l'Intérieur. Et puis, c'est le dernier jour pour faire vos dons à la banque alimentaire. La collecte a commencé hier. Objectif, recueillir près de 12 500 tonnes de denrées non périssables. Café, conserves, pâtes, des milliers de bénévoles vous attendent devant les supermarchés et grandes surfaces de la région. Et on termine en prenant un peu d'air frais. Dans la Loire, la station de Chalmazel ouvre aujourd'hui avec 20 jours d'avance grâce à la neige tombée ces derniers jours. Regardez, les pistes ont été soigneusement damées hier. Elles n'attendent plus que les tout premiers skieurs. C'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite La Voie est libre.
La voie est libre, c'est la deuxième mi-temps avec le décryptage pour nous aider, pour vous aider à y voir plus clair. Deux confrères de la presse régionale, Paul Terra du mensuel Lyon Capitale. Bonjour Paul. Bonjour. Pablo Heikel, journaliste à la Gazette des Communes, au Courrier des Maires et à l'AFP à Vichy, je le précise bien. Merci messieurs d'être là. Allez, première réaction à chaud. Alors là j'ai une pensée émue pour tous les usagers des TER par exemple qui utilisent la ligne Lyon-Grenoble, qui s'attendaient probablement à avoir des solutions et qui n'en ont pas eu, mais parce que finalement, qu'est-ce que pouvaient proposer les candidats? C'est le dialogue entre la région et la SNCF qui va apporter des solutions, et tous en conviennent, donc d'une certaine manière, je pense que ceux qui attendaient des réponses aujourd'hui doivent être un peu tristes. Pablo? Moi, ma première réaction, c'est un peu de déception. Je ne les entends pas parler de ce qui change vraiment, le passage à une nouvelle grande région. Plutôt que les deux régions précédentes. Ils parlent comme si c'était une élection régionale, soit de Rhône-Alpes, soit d'Auvergne, mais il n'y a pas une nouvelle vision stratégique de comment pour les transports ou comment pour l'emploi on va travailler autrement dans une grande région. Ah, vous êtes dur, messieurs. Oui, après, la région, on a décrété qu'on fusionnait les régions sans essayer, en disant on fera des économies. Très vite, ça a été balayé, mais c'est vrai qu'on n'a jamais cherché à savoir comment on pouvait faire mieux. Et puis après, c'est peut-être pas forcément aussi sur ce thème-là que les candidats pensent pouvoir séduire et capter l'attention des électeurs, puisque pour l'instant, c'est encore un des gros défis de cette dernière semaine des régionales qui arrivent. Moi, je pense que c'est un des points sur lesquels les gens les attendent. Il y avait une question très claire, c'est quelqu'un en Auvergne, je ne sais plus, dans le Cantal ou quelque part, qui disait on va devoir aller faire plus de démarches administratives à Lyon. J'ai entendu quelques candidats qui disent non, ça ne veut pas dire, une grande région, ça ne veut pas dire que les gens devront aller à Lyon faire des démarches administratives. Ça ne fonctionnera plus comme ça, parce qu'il y a des réseaux, parce qu'il y a des transports, parce qu'il y a Internet. Ça s'entend par bribes, mais qu'il l'explique clairement. Comment, pourquoi, est-ce que la région va avoir des antennes partout? Est-ce que le transport, c'est améliorer le Clermont-Lyon? Alors les gens se disent, il va falloir aller à Lyon. Si le transport, c'est comment on fait Grenoble-Le Puy, Grenoble-Aurillac, etc. Alors je vais prendre leur défense, ça m'arrive souvent. Voilà. Pour dire qu'on n'a qu'une heure de débat, on a abordé deux gros morceaux. C'est vrai que l'annulation des deux précédentes voies libres a quand même modifié aussi un peu l'organisation de nos débats. Je voudrais revenir quand même sur l'histoire des transports, sur la négociation avec la SNCF. C'est là le nœud ferroviaire du problème, si je puis dire. C'est là que ça se joue, c'est la capacité de la grande région, mais des 13 régions, hein, puisque on sait que la question se pose au niveau national, de pouvoir, dans ce bras de fer, peser suffisamment, finalement, pour avoir les données techniques et aussi avoir, on va dire, des tarifs et un coût de convention qui soient acceptables et qui puissent être sentis aussi par l'usager. Alors moi je suis bossé dessus ce mois-ci pour Lyon Capitale, et globalement en fait ce qui se passe c'est que la SNCF dans un contexte flou électoral où ils savent pas si ce sera Jean-Jacques Kéran ou Laurent Wauquiez, a fait finalement une réponse inacceptable pour n'importe quel président de région, et qu'ils attendent de voir quel sera le nouveau président pour dire on engagera le bras de fer avec lui. Mais c'est vrai que pour l'instant leur réponse sur une prochaine convention c'est plus cher et moins de trains, ou soit l'un soit l'autre, et c'est pas acceptable pour un politique. Donc ce sera probablement le premier dossier sur lequel le nouveau président de la région devra se pencher avec force. Mais aujourd'hui on n'a pas vu, que ce soit entre Patrick Mignola, Antoine Méliès ou Jean-François Debat, de profondes différences sur ce qu'il fallait faire. Tout le monde est d'accord pour dire on a mis les trains, maintenant on va faire du rail correct, et puis voilà. Là-dessus, il n'y a pas eu de vraie différence de fond. La réalité, c'est pas tout simplement qu'elle est difficile à dire, c'est que c'est pas vraiment un problème de discussion régionale, mais peut-être une stratégie nationale d'une entreprise qui finalement s'en fiche un peu des problèmes régionaux. Je caricature, mais c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs. La SNCF, sa filiale qui lui rapporte de l'argent, c'est pas le train, c'est plutôt Géodis ou Keolis. Donc pour eux, ils cherchent plutôt maintenant à remplacer des trains, parce qu'un train c'est un contrôleur, c'est un conducteur, c'est un cheminot avec un régime spécial. Et dans les fameux bus. Et le bus, le conducteur, il n'est pas cheminot, il n'y a pas de contrôleur, et ça coûte moins cher en entretien. Donc ils abandonnent un peu leur métier, ce que me disait un spécialiste. Pablo, sur cette question de l'aménagement du territoire qu'on a un peu abordé, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui répond aux attentes, notamment des Auvergnats, sur des gares qui ferment, sur des lignes SNCF qui se transforment en lignes de bus, sur parfois un certain nombre de desserts qui ne se font plus? J'ai entendu Corinne Morel-Darleux dire qu'il fallait un opérateur public pour prendre
les lignes ou les trains que la SNCF ne voulait pas reprendre. Pourquoi pas, dans une grande région qui doit avoir plus de moyens, avoir aussi des opérateurs de services publics. Vous sentez de une inquiétude transport. sur ces territoires? Oui, bien sûr. Et puis surtout, on sent des inégalités. Quand j'entends qu'en Rhône-Alpes, on a, en l'espace de 4-5 ans, doublé le nombre de trains, quand on voit le nombre de trains qu'il peut y avoir ici et le nombre de trains qu'il peut y avoir en Auvergne, on voit qu'il y a... c'est un petit avec un très grand. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce que le fait d'être tous ensemble va permettre qu'il y ait juste 20 à 30% de trains de plus en Auvergne, mais pas à l'intérieur de l'Auvergne, aussi en lien avec les autres départements de Rhône-Alpes. Vichy, par exemple, ou à Moulins, dans l'Allier, les trains ont été stoppés par les élus à plusieurs reprises entre Paris et Clermont-Ferrand pour montrer qu'on était en train d'oublier cette partie, c'est-à-dire l'Auvergne, et qu'il y avait de moins en moins de trains, pas ponctuels, etc. etc. Est-ce que les régionales peuvent apporter des réponses à ces problèmes-là? Elles devraient pouvoir l'apporter, ces réponses. Je vois pas encore, je vois un peu telle ligne qui est importante, telle autre ligne qui est importante, mais ça, c'est encore une vision des régions d'avant. La vision des régions de demain, c'est on va être une région de la taille d'un Länder allemand. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir notre propre réseau de transport? Est-ce qu'on va sortir de Clermont, Vichy-Moulins-Paris? Est-ce qu'on va sortir du Clermont, Vichy-Lyon, Clermont, là, on veut Roanne, l'amener jusqu'à Lyon. C'est voilà. quand même la grande nouveauté. C'est que jusqu'à la fusion des régions, personne ne parlait d'une ligne Clermont. Maintenant, elle est relancée. Après, il peut aussi y avoir cette fameuse ligne à grande vitesse. D'ailleurs, personne n'en a parlé. J'ai été assez surpris. Exactement. Le Paris-Orléans-Lyon, qui permettrait de faire finalement une voie de désengorgement pour le Lyon-Paris actuel qui passe par le Creusot, qui s'arrête de moins en moins. Ça serait plutôt bien. Je relativise, personne n'en parlait. Du côté auvergnat, on en parle depuis longtemps et beaucoup. Non, mais aujourd'hui, c'est venu ici. Aujourd'hui, sur ce débat, en fait, personne n'en a parlé, alors que ça pourrait être légitimement, surtout qu'ils ont parlé, Antoine Méès, du Lyon-Turin. Ça, c'est en termes d'aménagement du territoire, ça aurait été pas mal aussi de les entendre. Un petit mot rapide, réaction rapide sur le transport scolaire. Donc là, on a vu un vrai clivage, d'une certaine manière, une proposition de gratuité étendue à tout le monde. Et puis... tout le monde, non. Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Vous avez raison, Paul. Et puis, notre proposition de dire finalement, on laisse le système en l'état avec plutôt des régies départementales, en tout cas des conventions entre la région et les départements. Et puis, chacun finalement aura l'autonomie de décider s'il est temps ou s'il crée de la gratuité ou si on garde le système en l'état. Là, on avait un clivage. Ouais, alors quand je disais pas tout le monde, c'est parce que par exemple, ceux qui nous regardent à Lyon, dans les grandes villes où il y a un syndicat qui gère les transports en commun. Hors zone urbaine, voilà, effectivement. Hors zone urbaine. urbaine. Donc ça concerne un lycéen sur deux. Ça coûte pas beaucoup plus cher. On peut comprendre que Jean-Jacques Kéran l'ait promis parce qu'il a besoin d'apporter des nouvelles propositions sur la table. Et celle-là, elle est forcément nouvelle puisque c'est une loi qui lui donne cette compétence. Après, je pense aussi que les autres candidats ne sont pas sur la gratuité, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé en pensant aux nouvelles compétences de la région, mais plus qu'est-ce qu'a fait Kéran, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, sur quoi on peut l'attaquer. Parce qu'on a vraiment l'impression que ça a été une découverte dans la campagne. Ah tiens, aussi on peut parler des transports scolaires ou des transports interurbains. Si je peux faire un petit peu de décryptage sur les collectivités locales là-dessus, c'est vraiment le point sur lequel on peut le faire. C'est un transfert un peu bizarre, parce que la compétence transport scolaire, qui est partout, a toujours été assez rurale, puisque les urbains se débrouillent autrement, c'est vraiment un travail très fin. Notamment, j'avais fait des reportages sur le Cantal, où il faut aller chercher des enfants dans une ferme pour les amener à un autre endroit. Et quand le département a pris en charge le financement du transport scolaire dans le Cantal, ça a été assez exemplaire au niveau national. C'est géré au niveau départemental, c'est ça l'idée? Oui. Et quand ça passe à la région, on se demande pourquoi, enfin même les gens du Cantal me disent pourquoi ça va aller à la région. Nous, c'est de la dentelle. Au niveau de la région, ça va être compliqué. Mais quand Jean-François Debat dit, la dentelle, nous on peut très cher en plus. Voilà, nous on peut financer la différence pour que ce soit gratuit par tout le monde et ensuite chacun voit l'opérationnel au niveau du département. Là, on est en train de faire de la redistribution, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent au niveau régional et on utilise cet argent pour que ce soit gratuit là où c'est payant. Et puis surtout, ça, je repense à Jean-Jacques Kéran qui en fait une proposition. D'une certaine manière, ça coûte pas très cher puisqu'il y a déjà des départements qui le faisaient gratuitement et que le plus gros de la population qui est quand même dans les villes en est écarté. Donc ça fait une mesure qui est très sympathique à entendre pour un père de famille, pour des parents de lycéens et qui coûte pas très très cher.
Un mot sur ce que vous avez entendu sur la partie économique. Oula, l'enthousiasme, les gars, quel enthousiasme! Non, moi ce que je veux retenir notamment, c'est que, et je repense au transport, c'est qu'aujourd'hui, on aura entendu le candidat de la droite parler d'environnement. C'était une des Oui, il a commencé premières. comme ça d'ailleurs. Laurent Wauquiez n'avait jamais parlé d'environnement, il n'y en a quasiment pas dans son programme. Aujourd'hui, il en parle et on sent bien qu'il avait peut-être envoyé Patrick Mignola. C'est un choix pour stratégique recentrer à ce moment de la discours. campagne Concomitance avec peut-être un événement qui va se dérouler à Paris à partir de demain, peut-être, non? Bon, pas forcément, parce que je pense que les attentats de Paris ont un impact sur la population, sur l'opinion publique qui sera sans commune mesure avec celui de la COP21, parce que aussi l'impact politique sera plus sur les attentats que sur la COP21. Non, mais je pense que c'est aussi pour montrer, vous voyez, on n'a pas qu'un discours très clivant, on peut aussi parler d'environnement. L'écho, les messieurs? Sur l'économie, ce que j'ai entendu d'intéressant, c'est le très haut débit, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est quand même fondamental pour le développement de l'économie et de l'emploi. Bon, ils en parlent à peu près tous. Suppression des agences satellitaires, les agences de développement, les agences économiques, remplacées par quoi? Je veux dire, ces agences aussi, elles faisaient un travail important. Quelle est la vision quand on dit on va enlever? C'est réduire des coûts, mais tout ça, c'était aussi avec des fonctions, avec des résultats. Après, on retient que finalement, sur ce qui est l'économie, dans cette campagne, ça se cristallise quasiment tout autour d'une mesure, qui est celle de l'apprentissage, qui est portée avec à peu près la même logique par les candidats des Républicains et le Front National, qui est une sorte qui s'articulerait autour d'une préférence régionale. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que les candidats à l'apprentissage, on ne les trouve pas. En fait, c'est très difficile. Alors ça, c'est par exemple, moi je l'avais discuté avec Philippe Mérieux, qui disait ils vont tous promettre pendant la campagne des régionales des milliers de postes d'apprentissage. Mais oui, le problème, c'est que pour l'instant, il y a des fois pas d'entreprise et surtout des fois, il n'y a pas de jeunes. Et c'est vrai que le système de l'orientation scolaire ne renvoie pas prioritairement vers l'apprentissage. Et d'ailleurs, la région actuelle, l'exécutif actuel socialiste, a eu du mal. Sur le premier mandat, ils ont réussi à faire un vrai gain quantitatif. Sur le deuxième mandat, on voit bien qu'ils sont arrivés peut-être aux limites parce qu'ils n'ont pas beaucoup amélioré entre le mandat 1 et le mandat 2. Pablo, l'apprentissage, rien? C'est encore une fois le même logiciel qu'avant. Je ne vois pas de changement vers un nouveau logiciel d'une plus grande région. Je remarque que le candidat du FN reprend pas mal de propositions qui étaient plutôt de gauche, en tout cas en Auvergne. Créer une banque régionale. Priorité sur les territoires enclavés. Les fonds d'aide de trésorerie pour les territoires. Investissement régional. Voilà. À part la préférence, la priorité régionale pour la commande publique qui reste... Je vais vous imposer un truc terrible, Evia, puisque c'est la dernière question que je vais vous poser et qui reste très peu de temps. Cette semaine, 3e sondage qui place Jean-Jacques Ayrault et Laurent Wauquiez à égalité. 37, Christophe Boudot 26. En 2 mots, s'il vous plaît, vous sentez qu'on est dans ce contexte-là? Effectivement, vraiment rien n'est joué, on est un suspense terrible. Ouais, et puis surtout, on se disait à la limite, comment vont se transformer en vote les attentats de Paris? C'est ce qui va finalement faire la bascule. Et puis il y a 2 sondages de suite qui redonnent égalité. Je pense que ça va se jouer comme ça, c'est toujours joué sur la personnalité. Un Laurent Wauquiez qui dit « Regardez, je vais dynamiser », Jean-Jacques Ayrault qui dit « Regardez, je vais rassurer face à quelqu'un de clivant ». Je pense que ça va se jouer au sprint. Les gens se réveillent avec cette campagne aujourd'hui et dans les 2 prochaines semaines, ils vont lire, ils vont écouter, ils vont regarder, ils vont choisir à la dernière minute. Allez, merci Pablo, merci Paul. Merci également à tous ceux qui ont contribué activement à la fabrication de cette émission. Bérénice Dalmé, Stéphane Transo, Xavier Dan, Carole Gine et Frédéric Hiop. L'émission a été réalisée par Denis Milan. Yannick, on se retrouve mercredi soir pour la DRDR. Comme disait Pablo, les gens vont surtout regarder en fait. Et donc il y a effectivement un rendez-vous important qu'on vous fixe mercredi prochain à 22h50. On vous retrouvera pour le tout dernier débat avant de voter, avant le premier tour, avec 4 têtes de liste. Laurent Wauquiez, je vais les faire dans l'ordre puisqu'ils sont à l'écran. Allons-y, Monsieur Colas tout d'abord. Donc, je l'ai plus, dommage. Donc je vais les faire comme ça. Laurent Wauquiez, Jean-Jacques Ayrault, Monsieur Colas et Christophe Boudot seront sur le plateau pour débattre à 22h50 mercredi. Voilà, ça c'est clair. Allez, cet après-midi, 15h20, documentaire sur le tombeur du cannibale. On parle de vélo il y a 50 ans, un jour de juillet. Eddy Merckx s'était battu, il allait perdre son maillot jaune, battu par un Français qui s'appelait Bernard Thévenet. 16h15, le Montabor au sommet, si je puis dire. Chronique d'en haut, Laurent Guillaume vous invite sur cette montagne de la Maurienne, à cheval, dit Laurent, sur plusieurs mondes.
Voilà, la Voix est libre est terminée. Merci d'avoir suivi. On se retrouve donc mercredi soir en deuxième partie de soirée vers 22h50 pour le dernier débat des régionales avant le premier tour. Tout de suite le 12-13 week-end. Bonne journée à tous.